Voilà, Monsieur Norbert, je reviens à vous. En vous entendre parler par rapport à ma première question, on a comme l'impression que vous avez un avis tout à fait contraire au premier invité qui était avec nous ici, qui a parlé de la séparation plutôt claire et nette du pouvoir public et de l'Église. Merci beaucoup. Effectivement, dans la société, les différents acteurs ont chacun une responsabilité. Mais ces responsabilités ne sont pas isolées les unes des autres. Il y a une sorte d'interconnexion, il y a une sorte d'interdépendance, et la société est gérée de façon systémique. Je l'ai entendu parler, mais il a oublié de reconnaître deux notions importantes, la notion d'engagement politique et la notion de politique active. Les églises ne peuvent pas présenter une liste de personnes pour se faire élire au nom de l'église. Mais l'Église peut pouvoir faire le monitoring, avoir un regard regardant par rapport à ce que font ceux qui ont la responsabilité de la gestion de la République. Et mutandis pour les paysans, mutandis pour les journalistes, les dockers, les chauffeurs, les enseignants, etc. Donc l'Église fait partie de la société en tant que membre de la société, elle est aussi bénéficiaire des bienfaits de la gestion du patrimoine national. Et l'Église a aussi la responsabilité de mettre un point de vue par rapport à la gestion de la République. Et le faire n'est pas un crime de lèse-majesté, le faire n'est pas ne pas reconnaître ce qu'on peut appeler le partage des responsabilités. Le partage des responsabilités doit converger vers la performance des institutions de la République. Et la performance des institutions de la République pose la problématique de la qualité des services qu'on donne à la population. Lorsqu'on apprécie que ces services ne sont pas correspondants par rapport aux desiderata, par rapport aux souhaits, par rapport aux ambitions, par rapport aux besoins de la population, l'Église est tenue de donner son point de vue par rapport à cette matière. Et donc, ce n'est pas une entorse, bien au contraire, c'est une responsabilité citoyenne lui reconnue. Alors, lorsque vous avez dit tout au début de vos réflexions, de votre analyse, qu'il faudrait donner aux Congolais une leçon de morale, je ne sais pas moi quel genre de leçon vous avez fait allusion, alors, dans ce cas, quand on dit que l'Église doit être au milieu du village, ça veut dire quoi? Oui, l'Église est apolitique. En tant que telle, non, attention, c'est un terme impropre. L'Église est neutre, ce sont des anciens termes qui sont périmés, en fait. Moi, je suis spécialiste des questions de gouvernance. Je vous dis que neutralité, apolitisme, c'est périmé. Il y a une nouvelle littérature qui vous dit que non, on ne peut pas être neutre. On ne peut qu'avoir un point de vue qui peut converger avec un point de vue de l'autre. Ou soit avoir un point de vue qui soit contraire de l'autre. En tant que tel, on n'est pas neutre. Mais la neutralité ici pose le problème de la rationalité, de la vérité, dans la manière de présenter les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'Église ne peut pas être inféodée. Ça veut dire quoi? L'Église ne peut pas être partisane d'un groupe à un autre. Mais l'Église doit dire tout ce qui peut sauvegarder les intérêts de la population. Et si dans le dire de l'Église... Au risque et péril d'incendier un pays avec des déclarations? Non, il y a une manière de présenter les choses. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le fond et la forme. Et donc, sur le plan de fond, vous pouvez avoir raison. Mais lorsque vous présentez mal les choses, ça risque de remettre en question le fond. Et donc, par rapport à cette question, par exemple, électorale, il est très clair qu'on s'oppose les chiffres. C'est une question de dire, est-ce que tel a gagné ou est-ce que tel n'a pas gagné? Qui a perdu, qui a gagné? Et là, on a besoin pratiquement d'avoir les différents PV, des différents bureaux de vote, et on fait la comptabilité. Et donc, si l'Église s'inspire naturellement de ces PV, où il fait la comptabilité et il a les statistiques à la main, et à ce moment-là, ce n'est pas incendié. Il faut donc qu'il y ait un petit effort dans le chef de la classe politique, de faire un petit effort, de s'adapter par rapport aux mutations. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a trop de mutations, des évolutions au niveau du fonctionnement de la société, mais les hommes politiques sont en retard. Ils ne sont pas adaptés par rapport à ces nouveaux paysages. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour notre pays, c'est dangereux pour l'Afrique. Et c'est comme ça que l'Afrique n'avance pas. Parce que tout est crime de lèse-majesté. Et l'intellectuel que nous sommes, ce sont des débats de la rue. L'intellectuel n'a plus la valeur ajoutée par rapport à la transformation de la société. L'intellectuel n'a plus la plus-value. Il y a trop de docteurs, il y a trop de masters, il y a trop. Mais vous n'avez vraiment pas un raisonnement, vous n'avez pas de principe qui permettent à la société de décoller. Chacun vient pour se positionner. J'ai entendu, et j'ai suivi pas mal d'intellectuels par rapport à tous ces débats, etc. Il y en a même les gens qui sacralisent le tribalisme. Un pauvre, je l'ai entendu parler dire,
On a voté là-bas parce que c'est la montre tribu. Waouh! Et alors, finalement, qui deviennent des modèles. Chers journalistes, dans une société, lorsqu'on n'a plus de modèles, mais je crois que même la science... Je vais terminer. Oui. Lorsqu'on n'a plus de référentiels normatifs, c'est une société qui est en déperdition. C'est une société qui est en disparition. Parce que hier, même un président de la République se courbe la tête quand il est devant un pasteur, quand il est devant un prêtre. Aujourd'hui, lorsque je regarde ce qui se passe, lorsque se dit, etc., moi je pense qu'on a perdu le référentiel, on a perdu les valeurs, on a perdu les normes, on a perdu les principes, et nous allons tout droit vers la déperdition, la disparition. Les mêmes pasteurs auxquels vous faites allusion, qui doivent bénéficier de notre respectabilité, eux-mêmes sont à la base de ça, parce qu'ils devraient jouer leur rôle de pasteur. Ils ne le jouent pas. Alors, c'est normal que les gens perdent confiance vers eux. Je suis très désolé parce que je suis très croyant. Je crois à l'éducation chrétienne. Le spectacle que je suis en train d'assister aujourd'hui me pousse à poser des questions sur la pertinence de l'Église. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai suivi le cardinal Mosengo intervenir pour donner son point de vue par rapport à la dynamique électorale. J'ai entendu encore un autre évêque protestant qui intervient pour contredire. Aucune possibilité, excusez, aucune possibilité de concertation entre les deux. Alors, tel a dit A, tel doit être dire B, et chacun le dit justement pour donner la possibilité aux politiciens, n'est-ce pas, de trouver un terrain fait, même des graines pourries peuvent bien germer. Et ça, c'est un danger public pour notre société. Monsieur Norbert. Quand j'écoute les uns les autres, je me suis beaucoup, je me promène à travers le monde, j'ai toujours dit que notre pays a des grands défis. Notre pays a des problèmes, doit avoir des grandes ambitions, doit avoir la moralité qu'il faut pour relever le défi. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un problème de moralité, il y a un problème de responsabilité, il y a un problème de positionnement politique, à la fois des acteurs politiques et des hommes de l'Église. J'ai dit qu'on entre dans les logiciels d'une euphorie de jouissance et je ne sais pas quand est-ce que le pays va pouvoir s'en sortir. Je suis désolé parce qu'il n'y a plus de référentiel. Si Monseigneur, le coordonnateur cardinal parle, les chrétiens catholiques disent « nous ne pouvons plus l'écouter ». Et bon, ici, l'évêque des protestants parle « nous ne pouvons plus l'écouter ». Finalement, qui vont donner conseil encore? Et c'est là justement que je me dis Seigneur, le Congo, vous allez où? Et tous nos ancêtres, qui faut-il faire appel aujourd'hui? Faut-il réveiller Lumumba? Pourquoi il y a trop de pseudo-nationalistes qui visiblement tirent leurs intérêts, tirent leurs avantages, essentiellement pour s'enrichir, se construire des maisons, se taper des belles femmes, et qu'aujourd'hui notre peuple est en train de croupir dans la misère la plus intolérable, et qu'aujourd'hui les quelques rares voix qui s'élèvent sont traumatisés, sont humiliés. Monsieur Norbert, désolé. Je voudrais quand même que votre analyse soit objective et non partisane. Tout à fait. Je ne suis pas partisan. D'accord. Vous avez deux confessions religieuses différentes qui ont des dogmes tout à fait différents. Oui. Vous avez d'une part l'Église catholique, de l'autre l'Église protestante. Alors, lorsque ces gens viennent tenir des déclarations publiques devant les gens, alors je crois que ces genres de déclarations n'engagent pas leur confession religieuse, parce que ce que le cardinal Mosengo a dit, c'est une analyse tout à fait personnelle, et ce que Marini Bodo a dit, c'est une analyse tout à fait personnelle, et la liberté d'expression veut que le débat d'expression, le débat soit facultatif. Aujourd'hui, vous le condamnez, vous qui prônez la bonne gouvernance. Tout à fait. Il y a des choses, monsieur le journaliste. La première chose, c'est en tant qu'individu. La citoyenneté responsable pose la problématique de la capacité de mettre son point de vue en tant que citoyen. Deuxième chose, quelqu'un qui est censé piloter une personne morale comme l'Église ne se prononce pas n'importe quand, n'importe comment. Parce que lorsqu'il se prononce, c'est qu'il est censé, n'est-ce pas, capturer les différentes aspirations de ses fidèles et les transmettre à qui des droits. C'est important. Quand le cardinal Mosengo parle, il est difficile de dissocier son individualité et par rapport à son Église. Mais l'Église est divisée déjà. L'Église est divisée simplement parce que nous sommes sur un terrain pollué. Le terrain pollué, ça veut dire quoi? La crise économique qui visiblement assiège notre pays, a élu domicile dans notre pays, fait qu'aujourd'hui chacun se bat pour avoir ses propres intérêts. Et par rapport à cette lutte d'intérêt, écoutez, chacun doit prendre position là où il peut être sauvé. J'ai suivi le premier analyste qui vous disait que voilà, il y a même des candidats présidents de la République qui changent de revirement en revirement sur base de calcul, de positionnement. Exact. Et mutatis mutandis pour les hommes d'église.
C'est cela. Mais attention, cher journaliste, tu es de la nouvelle génération. Tu as connu des problèmes dans ce pays. Des souffrances à Moi, cause. je pose des questions. Oui, bien entendu. Je suis en train pratiquement de faire une interprétation. Enfin, quand je dis tu es, ça veut dire que je parle à tous les Congolais, tous les jeunes qui aujourd'hui ne savent pas aller à l'école, qui ne savent pas trouver du job, etc. J'en ai beaucoup d'enfants chez moi, etc., qui sont des licenciés, mais ne trouvent pas de travail, ça c'est évident. Ce sont des problèmes de société. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas des licenciés en France qui n'en trouvent pas de travail? Il y en a. Vous voulez que je vous donne le taux? Il y a 2,3% de taux de chômage en France. Il ne faut pas comparer les incomparables. On ne compare pas. On ne compare pas. C'est un pays en reconstruction, vous le savez, qui sort des crises et des guerres répétitives. Bien entendu, c'est comme ça l'Afrique. Toujours en reconstruction, toujours sortir des crises. Et même en temps de crise. Regardez ce pays. Il y a eu combien de temps d'absence de crise, perçue comme absence de la guerre? Il y a eu autant d'années sans guerre. Écoutez, une certaine paix n'est pas la paix certaine. Vous croyez que parce qu'il n'y a pas la guerre et les gens ne souffrent pas? Mais ceux qui meurent parce qu'ils ne savent pas aller à l'hôpital, ceux qui meurent parce qu'ils ne savent pas se faire soigner, ceux qui meurent parce qu'ils n'ont pas du travail, etc. Ils sont qui? Vous croyez que ce sont des munitions qui les ont tués? Non, cher ami. Il me semble que le débat est ailleurs. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des hommes et des femmes qui veulent prendre la responsabilité de la République, mais avec engagement de pouvoir transformer cette République en termes de dessert et de services de qualité à la population. Et le débat aujourd'hui, et je vois tous ces gens qui étaient dans le petit job, etc., un peu populistes, etc., tous reviennent en politique parce que c'est là qu'il y a un réservoir d'argent où on peut bien s'amuser, etc. Et ça, cher ami, par rapport aux défis, par rapport aux ambitions de la République, par rapport aux problèmes qui sont les nôtres, moi je pense que nous ne sommes pas sur la voie dédiée autant pour ressortir. Vous avez parlé de la révolution, de la modernité. Vous parlez de plus en plus de la modernité. Il y a des conditions pour arriver à cela. Monsieur. Ok, alors s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, il y a quand même cette espèce de contradiction, on l'a quand même observé, entre la Synco qui avait déployé 30 000 observateurs sur terrain pour accompagner ce processus électoral et les déclarations du cardinal Mosengo. On a vu également un responsable de la Synco tenir un langage public disant que les élections s'y sont très bien, dans l'ensemble, très bien déroulées, mais malgré quelques irrégularités. Alors vous avez le cardinal de l'autre côté qui remet tout en cause. Pourquoi cette division dans la même église? Et c'est là justement que je dis que l'intellectuel congolais ne fait pas un petit effort pour avoir une valeur ajoutée, pour qu'on sente qu'il a une immensité d'intelligence pour aider le pays à avancer. Il n'y a pas distanciation, il n'y a pas de démarcation entre ce que dit la Synco et ce que dit le cardinal Mosengo. La Synco dit qu'elle n'a pas le droit de donner les résultats. Et ça va de soi. Mais il n'a pas donné de résultats. Il n'a pas donné de résultats. Seulement un rapport. L'Église. Un rapport préliminaire. Bien entendu, bien entendu. Et la Synco a dit cela. Et que la Synco a dit qu'il y avait des irrégularités et que Mineur. Attention, je n'ai pas suivi mineur, mais il y avait des irrégularités. Et donc la Synco a demandé à la CENI de donner des résultats qui sont conformes à la vérité. Après les élections, après la publication, Monseigneur Mosengo, qui fait partie de la Synco, dit qu'au regard du cheminement, au regard de la comptabilité à présence, voilà un certain nombre de chiffres qui peuvent remettre en question la vérité recherchée par la Synco. C'est de son point de vue. Et maintenant, il appartient aux instances concernées de brandir, naturellement, ces chiffres contraires pour démontrer que cela est conforme. Mais pourquoi on a fait un problème? Est-ce qu'il ne relève pas de son responsabilité en tant que berger de l'Église de constater un certain nombre de choses, encore qu'on lui tient informé, on lui donne des informations, pour qu'il brandisse de manière qu'on puisse avoir la paix? Mais berger de l'Église.